ça, mais c'est pour ça qu'aux éditions de l'OLAV, je vais vous raconter juste un peu l'histoire des éditions de l'OLAV avec notre éditeur Jean de Brain, qui publie depuis très longtemps beaucoup la poésie. Il est très lié au monde de l'art. Il avait une galerie d'art, etc. Et sa compagne est croate, Martina Kramer, et un jour, avec les amis, voilà, c'est dans un moment de convivialité, d'amitié, etc. Pourquoi pas domaine croate, poésie. Voilà, et le domaine croate, poésie est né comme ça. Nous sommes 3 traductrices. Nous dirigeons la collection domaine croate avec Jean, donc Martina Kramer, qui eux ils vivent en France. Vanda Mikšić, elle est à Zagreb. Elle a vécu à Paris, on s'est rencontrés à Paris, et elle est professeure de traduction à l'université de Zadar. Donc elle est complètement plongée dans la traduction, dans la théorie de la traduction, et elle traduit beaucoup les romans français en croate. Il faut aussi rappeler qu'en Croatie, en Serbie, dans les pays balkaniques, on traduit énormément des auteurs français, des auteurs étrangers en général. Et j'étais un peu étonnée d'ailleurs à voir ici arriver qu'il n'y avait pas tant d'auteurs yougoslaves. Les grands, oui, Andrić, voilà, les grands, les classiques, oui, mais pas les nouveaux, les plus contemporains. Et d'ailleurs, Veliko Čolić, c'était peut-être prévu qu'il vienne aujourd'hui. C'est un auteur qui est venu pendant la guerre en France, il est bosniaque. Et lui, il s'est mis comme défi d'écrire en français. Il ne connaissait pas du tout la langue, il a appris la langue. Et il s'est vraiment lancé ses romans marchent très bien, donc il écrit directement en français. Pour revenir sur nos traductions, ce sont des traductions collaboratives, donc avec Martina et Vanda. Nous traduisons toujours à 3. Il y en a une qui signe la traduction, ou 2, ou toutes les 3, ça dépend comment se répartit les rôles. S'il y en a une qui signe la traduction, c'est elle qui va tout traduire. Et ensuite, nous, on va travailler les textes. Et on va les travailler, déjà, on se rend compte qu'au niveau de la compréhension du texte original, on n'est pas forcément d'accord. On n'a pas entendu la même chose, on n'a pas compris la même chose, on ne sait pas très bien. Ça peut être 3 interprétations très différentes. Et donc, comme nous avons toutes des activités très différentes, nous ne faisons pas que ça, donc c'est à partir de 10h, 11h du soir qu'on se met devant nos ordinateurs et c'est là que les mails commencent à venir, à échanger jusqu'à tard dans la nuit. On échange pendant très longtemps, parfois on reste sur un verre pendant des nuits et nuits entières. Pendant des mois entiers, on revient sur le même verre. Et donc on creuse dans notre langue. Et ensuite, on creuse dans la langue française parce qu'on ne la maîtrise pas complètement. En même temps, on a une espèce de liberté aussi. Parfois, on se permet des choses en se disant, tiens, qu'est-ce que ça va donner? Et on se le permet aussi parce qu'on a toujours des relecteurs français. Je ne sais pas si toi, tu as quelqu'un qui te relit en français pour te corriger, mais nous, on est toujours... ce sont des amis, des gens qui sont poètes ou libraires et qui nous suivent et qui nous soutiennent dans ce qu'on fait. C'est Jean de Brain aussi qui nous relie. Mon époux aussi, Frédéric Tachou, il est souvent impliqué d'ailleurs et souvent il me dit quand je reçois ma traduction avec des commentaires, insertion commentaires, avec plein de commentaires dessus, il me dit mais... Et vous restez toujours copines, toutes les 3, après tout ce que vous vous dites. Mais oui, on peut se le dire, parce qu'on se connaît bien, on connaît bien et on a envie, c'est le désir de le faire, et on prend ce risque. En fait, c'est un risque. C'est toujours un risque. Donc après, la grande question, comment ça se fait traduire la poésie, est-ce qu'on peut la traduire? Qu'est-ce que c'est de donner la poésie d'une langue dans une autre, etc. Oui, nous on pense que c'est possible. C'est une écriture également, la traduction, mais c'est possible. Et d'ailleurs, Vanda Mikšić,
Et là, nous avons publié, qui est poète également, nous avons publié un de ses recueils, et la question s'est posée, est-ce que tu veux te traduire, Wanda, ou nous le faisons? Et elle a dit tout de suite, non, faites-le, je veux voir ce que ça donne. Bien sûr, elle a participé à la traduction, mais elle a voulu voir ce que ça avait. C'était beaucoup plus intéressant, beaucoup plus enrichissant aussi pour elle. Ce n'est pas tout à fait la même chose qu'elle aurait fait. Et je le sais parce que j'écris de la poésie, je publie un peu dans les revues, en Croatie, etc. Et quand je le traduis en français pour mes amis, je fais en fait complètement autre chose. Donc c'est... oui, donc effectivement, il vaut mieux que je vous lise, des choses. Alors, attendez. Voilà. J'avais une petite question pour Eliza, si c'est possible. Oui, pendant qu'elle cherche le poème. Eliza, est-ce que les ombres lumineuses de Cvetan Todorov et de Julia Kristeva, est-ce que c'est un encouragement pour toi ou plutôt une intimidation de commencer? Ah non, ça a été toujours un encouragement, bien sûr. Enfin, Après, j'étais intimidée pour lire Julia Kristeva au début, puisque je trouvais que je ne comprenais rien. Ça m'a pris du temps à comprendre. Mais par contre, j'aime beaucoup la personne. Et Cvetan Todorov, c'est quelqu'un qui a énormément compté pour moi, mais enfin pour nous, en fait. Même si lui, il a fait cette rupture avec la Bulgarie pour plein de raisons, et des raisons politiques et sans doute intimes. C'est quelqu'un qui a vraiment... Et je me rappelle que quand je faisais mon premier film qui s'appelait Étrangère, justement je faisais référence à son livre qui s'appelle L'homme... C'est l'un de ses premiers livres, L'homme... Je sais plus, enfin, il faudrait vérifier. Mais en tout cas, où il dit « Mon pays, c'est là où sont nés mes enfants ». Donc voilà, je citais par rapport à ça, parce qu'il a vraiment quitté la Bulgarie avec ça. Puisqu'on m'a redonné le micro, je vais juste le rendre tout de suite. Juste par rapport à cette histoire de correction, c'est vrai que, évidemment, même si je suis là depuis longtemps, enfin, moi j'ai toujours aussi des petits problèmes d'articles, ça c'est évident, mais surtout il y a une étrangeté dans la manière de construire, dans la syntaxe. C'est quelque chose que je ne pourrais jamais quitter et je ne sais pas pourquoi. Et j'ai eu la chance en fait d'avoir d'abord des professeurs, puisque j'ai fait le master de création littéraire dans la toute première année quand il a été créé en 2013. Et j'avais des professeurs qui étaient très attentifs à ça, à cette étrangeté dans la langue, qui paraissait pas pourtant forcément incorrecte, mais des fois les adjectifs ne correspondaient pas complètement au verbe, etc. Enfin, donc il y avait un décalage qui en fait participait finalement dans ma recherche de forme. Et bien sûr, après, il fallait faire un petit tri de trouver quelles sont les failles de langue que je souhaite garder et développer peut-être, et les autres où j'aimerais bien quand même lisser certaines choses pour que ça soit plus fluide. Ça m'a beaucoup aidé à construire mon roman, puisque en fait, l'une des choses qu'on a vraiment du mal à comprendre quand on est étranger, ce sont les expressions. Enfin, moi en tout cas, ça m'a pris beaucoup de temps, et aussi de retrouver l'humour, parce que je suis de nature, je fais des blagues tout le temps. Et en fait, quand je suis arrivée en France, ça marchait pas du tout, ça prenait 15 ans, parce que chaque fois je cherchais mes mots, donc je ratais la chute, donc tout le monde était un peu gêné. Et ça m'a pris beaucoup de temps à voir comment je peux retrouver cette partie de ma personne qui est quand même très constitutive. Donc comment faire ça dans une autre langue? Et je me suis pas mal amusée à prendre les expressions au pied de la lettre, un peu comme... et c'est peut-être ce que tu disais quand tu dis des fois quand on ne sait pas, c'est aussi une sorte de liberté. Oui, c'est vrai que quand on ne comprend pas ce que ça veut dire, je ne sais pas, casser du sucre sur le dos de quelqu'un, on s'imagine une image assez surréaliste, on se dit, ah oui, c'est super. Et il se trouve que dans mon roman, le point de vue, c'est celui d'un enfant qui ne comprend pas, par exemple, ce que veut dire différentes expressions, mais la chute du mur de Berlin, c'est complètement abstrait. Et c'est vrai que cette position-là de l'ignorance, en fait, ça ouvre un champ des possibles, donc on peut interpréter ça de 1000 manières différentes. Et j'ai beaucoup écrit avec ça, et j'ai eu la grande chance d'avoir des correctrices après chez Gallimard qui sont très attentives à garder, à préserver les étrangetés qui viennent du fait que je ne suis pas née francophone.
Et ça, vraiment, j'ai été ravie de voir qu'il y a ce grand accueil de l'étrangeté, quoi. Je crois qu'on va, avant de revenir aux cosmonautes, on va peut-être donner la parole à la poésie croate. Oui, quand même encore une petite question, mais est-ce qu'en bulgare, tu vois que tu transposes les constructions françaises? Alors, tout le temps, je traduis sans faire exprès des expressions françaises, mais en parlant parfaitement le bulgare avec mes amis, ils me disent, mais ça, ce truc que ce genre de quelqu'un, c'est un truc que vous dites en France. Et je me rends compte qu'en fait, j'ai traduit l'image, mais ça ne marche pas, en fait. Donc, oui, je suis étrangère en tant que bulgarique aussi. Oui, c'est la condition, finalement, voilà, c'est notre condition, être étrangère, étranger, là, partout où on est. Je vais me lever pour lire, parce que j'ai besoin de respirer en lisant. Alors, je vais vous lire le poème d'un poète que j'ai lu hier soir déjà. Il y a eu une soirée de lecture qui s'appelle Branko Čegec. Parce que j'ai hésité, qu'est-ce qu'on peut dire avec un poème? Qu'est-ce que vous allez comprendre d'un poète avec un poème? Donc j'ai choisi Branko Čegec, dont on a publié l'anthologie Poèmes de transition 1980-2020. Donc on a retracé un peu son histoire poétique de Branko Čegec, qui est un homme très très impliqué dans la vie culturelle et littéraire en Croatie. L'Internationale. Tu te lèves, tu te brosses les dents avec le dentifrice d'une multinationale, tu te douches avec la mousse d'une multinationale, tu mets les déodorants d'une multinationale, tu rajoutes un parfum sans couleur, sans parabènes, sans ingrédients d'origine animale. Très sain et particulièrement utile pour la multinationale. Le petit déjeuner est une rencontre au sommet de plusieurs multinationales. Tu n'oublies pas que tu es caché de 2 multinationales. Tu enfiles ton pantalon d'un multinational avec son siège au Bangladesh. Tu mets le t-shirt avec l'énorme logo d'une multinationale. Tu sors dans la rue, tu as un panneau d'affichage, fier, la tête haute, fidèle à ton Dieu et à ton peuple. Un autre Ouais, oui. Un autre de Vanda Mikšić. Je vous ai parlé de Vanda Mikšić, donc ce serait bien que je vous lise un de ses poèmes également, de son recueil Sel. Elle écrit également en français, elle a publié d'ailleurs aux éditions Lanskin avec Jean de Brain un livre de poèmes, leur correspondance, les transports. Elle écrit également en français et elle écrit beaucoup en croate et traduit beaucoup vers le croate. Je rentre à la maison. Je rentre à la maison, ouvre la porte, entre dans le hall, l'odeur d'humidité dans la cave, l'odeur de la guerre, surgissent des lits de fer, surgit un cas, ronfle un cas, n'est pas un animal de rosée, surgit un caniche nommé Vanda, bien Vanda, surgissent les sirènes, moi, je monte, surgit l'image des baskets au milieu de la rue, moi, je monte, des corps entassés, les sirènes qui signalent, moi, je monte avec une avalanche, un éboulement abandonné, les pleurs atomiques, j'entre dans l'appartement, et tous ces os, nous avons déjà rongés. Tous les os, nous avons couvert de blanc des draps bleus et des petites étoiles de publicité bariolées. Il faut les jeter dans la poubelle. Prenez juste l'indispensable et sans panique. Descendez à l'abri. Maintenant, nous sommes mobiles, nous sommes libres. Maintenant, nous tenons les fils dans nos mains. Qu'est-ce qui est le plus indispensable? Repeindre l'appartement, changer. Merci. Merci beaucoup. Et donc j'ai un certain nombre de livres ici. Les livres sont également dans la librairie éphémère. Et je voulais juste préciser, nous publions 2 poètes par an. Donc maintenant, on est à une vingtaine de recueils de poésie. Merci beaucoup, Branka.
Alors, je crois qu'il faut qu'on continue d'avancer dans cette exploration. Et je voudrais me tourner vers Nedim Gürsel aussi, qui a en ce moment, disons, un tropisme qui l'éloigne un peu des Balkans, hein, puisqu'il a parlé de son dernier ouvrage, Voyage en Iran. Donc on est un tout petit peu plus loin, même quand on a une conception assez large des Balkans. Mais il a fait une multitude, il a fait plus d'une trentaine d'ouvrages. Je ne suis pas sûr d'être totalement à jour, plus que 30, mais une cinquantaine, cela ne me rajeunit pas. Cinquantaine, donc j'étais très en deçà. Oui. Voilà, donc une cinquantaine d'ouvrages, dont plusieurs nous intéressent tout particulièrement aujourd'hui. Je pense à Retour dans les Balkans, ouvrage un petit peu ancien mais absolument indispensable pour qui veut mettre en perspective l'histoire récente, je parle d'histoire récente, hein, je ne parle pas d'une histoire plus ancienne, des Balkans, et pour comprendre ces différents pays, donc notamment. Et puis, c'est peut-être parlera-t-il d'un autre ouvrage, peut-être son roman, là, un autre ouvrage que tu veux. Alors, commençons peut-être par Retour dans les Balkans. Oui. Bon, nos amis ont beaucoup parlé de leur expérience d'écrivain. Je ne vais pas vous faire part de la mienne, mais je voudrais évoquer le souvenir d'un grand écrivain, de mon ami feu Danilo Kiš, qu'on a oublié un peu. C'était en 1989. La Yougoslavie existait encore avec ses 6 républiques et 2 régions autonomes. Et c'était le 600e anniversaire de la bataille du Kosovo. Alors Danilo me téléphone. Nous avons eu des itinéraires très semblables. Il est malheureusement décédé jeune, mais comme moi, il a fait aussi de la littérature comparée en France, tout en continuant à écrire dans sa langue maternelle, qu'on appelait à l'époque serbo-croate. Maintenant, cette appellation est tombée un peu dans l'oubli, mais ça, c'est encore une autre question. Donc, Danilo m'appelle pour me dire, est-ce que ça t'intéressait d'aller à Belgrade, car l'Union des écrivains organise une rencontre à l'occasion du 600e anniversaire de la bataille du Kosovo. Je connaissais déjà la Yougoslavie que je parcourais parfois en stop pour aller chez moi, ou rester peut-être dans cette région que j'aimais, car il fut une époque où je ne pouvais pas rentrer dans mon pays à cause de mes livres interdits en Turquie. Alors j'ai dit d'accord, je ne connaissais pas Belgrade à l'époque, mais d'autres régions de la Yougoslavie, je les connaissais assez bien. Je me suis dit, ça va être une occasion pour découvrir aussi Belgrade. Alors je prends l'avion, je reçois mon billet et j'achète Libération et je vois Danilo Kiš est mort. Alors j'ai pu assister à ses funérailles. Il a été enterré en grande pompe par l'Union des écrivains serbes dans le rite orthodoxe. Lui qui était juif par sa mère, je crois, et monténégrin par son père. C'était triste, mais là, il y avait déjà un signe que je n'arrivais pas à interpréter tout à fait. Et puis, tout cela se déroulait bien, les historiens étaient là, il n'y avait pas que des écrivains pour nous parler de la bataille du Kosovo. Puis le soir, évidemment, il y avait le Slobovica à flot, notamment pour évoquer le souvenir de notre ami Danilo Kiš, enterré, hélas. Et puis, mon tour, ça a duré 4 jours, et c'était le 2e ou le 3e jour. Alors, un grand écrivain
à l'époque, dont je tairai le nom, m'a présenté en disant, voilà Nedim Gürsel, le jeune écrivain turc, c'est vrai, qui va nous parler de la bataille du Kosovo, et comme ça nous apprendrons le point de vue du vainqueur. Oh là là là. Tout d'un coup, moi, je me suis senti comme le vainqueur de la bataille du Kosovo, qui s'était déroulée il y a 6 siècles. Bon, là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et ce jour-là, ou le lendemain, Milošević fait son fameux discours dans le Chant des Merles, et qui dit, là, il y a une tombe serbe, c'est la Serbie. Il a fallu quand même une guerre sanglante, et que j'aille moi-même à Sarajevo pendant la guerre. Je suis un témoin oculaire pour parler justement, c'est ça qui a, pour revenir à mon livre, c'est donc cette région que j'avais sillonnée avant, je l'ai connue aussi durant la guerre. Alors là, il a fallu quand même une guerre pour comprendre ce que ça signifiait, tous ces détails dont je viens de vous parler. Et aujourd'hui, dans mon pays, en Turquie, j'assiste un peu à la même chose. Quand M. Erdogan fait ses discours ottomaniaques, car l'ottomania est devenue très à la mode, qu'est-ce qu'il fait? Il évoque la prise de Constantinople. Moi, j'ai consacré, c'est le livre que tu cherchais, mais ah oui, tu l'as trouvé. J'ai trouvé, oui, j'ai trouvé. Le roman du conquérant. Voilà. Donc, dans un pays qui est officiellement candidat à l'Union européenne, même si il s'en éloigne de plus en plus, on célèbre en grande pompe la prise de Constantinople. Et puis on ne se contente pas de cela. Notre président dit que nous sommes allés aux portes de Vienne sans faire saigner le nez d'un seul balkanique. Voilà les Turcs pacifistes, n'est-ce pas, qui n'ont pas de sabre, qui n'ont jamais coupé la tête à quelqu'un. Là, évidemment, j'ai pris l'initiative de rappeler à notre président, que j'ai connu quand il était le maire d'Istanbul, que 44 grands vizirs ont été exécutés sur l'ordre du sultan, sans aucun procès, sans rien. C'est ça l'état despotique. Et l'ottomania, c'est comme si Milošević disait, là où il y a une Serbe, c'est la Serbie. Eh bien, la Turquie aujourd'hui mène une politique expansionniste en partant de ses mythes fondateurs. Pour les Serbes, c'était la bataille du Kosovo. Pour les Turcs, évidemment, c'est la prise de Constantinople ou autre chose, ou c'est l'ouverture de la Sainte-Sophie à la prière. Et donc, il y a ce discours très dangereux, nationaliste, dans cette région, et nous devons un tout petit peu quand même nous battre contre cela. Et la plupart de nos intellectuels, quand il s'agit du nationalisme et des grandes batailles, eh bien, ils se laissent emporter. Ça, est-ce que je peux ajouter quelque chose à ton oui, bien sûr. Je me souviens, c'était au milieu de l'époque de la reine de Milošević. Bien sûr, je n'étais pas dans le pays, j'étais aux États-Unis. Et je viens en ce moment, mon livre, quand même, un éditeur, petit éditeur assez brave, a publié mon livre de la poésie qui s'appelle Le Divan des poètes. Alors, qu'est-ce que c'est le divan? Divan, ce n'est pas un canapé turc, mais divan, c'est chef d'œuvre. Chef d'œuvre, comme si quelqu'un fait le divan de joaillier, c'est faire, je ne sais pas, quelque chose de spécial. En bref, moi j'ai écrit ce livre comme un proteste résistance à ces politiques d'extrême droite de Milošević à ce moment. Et j'ai essayé d'utiliser le langage qui était en train d'être nettoyé. On n'avait pas ça de nettoyage ethnique de peuple, des Bosniens, de tout le monde, nettoyage de langue. Ils sont, Milošević a voulu introduire un nettoyage de langue ethnique, tu vois. Donc, il a voulu abolir tous les mots turcs ottomans, qui est 50% du vocabulaire serbe-croate, peut-être. Et moi, j'ai écrit un livre, justement, et j'ai dit, je suis arrivée en Serbie, je suis allée à la radio,
Ils ont dit, Madame, Mademoiselle Zivancevic va parler maintenant sur ce nouveau livre. Ben, j'ai dit, c'est un grand miracle, c'est un plaisir, c'est un miracle et c'est d'art pour moi de parler de mon livre. Et donc, j'ai utilisé tous les mots dans le vocabulaire ottoman. Et quand j'ai terminé, on avait des appels téléphoniques. Je suis revenue chez moi, chez ma mère, et ma mère a dit, tu dois partir d'ici tout de suite. On a reçu une dizaine de menaces de mort. Et moi, j'ai fait ma petite valise et je suis partie tout de suite. J'ai retourné à Paris à ce moment-là. C'était très, très triste. Donc, de cette époque-là, de nettoyage ethnique de la langue, jusqu'à aujourd'hui, quand Vučić, qui est peut-être un équivalent à Milošević, mais bon, qui est extrême droite, il a reçu son confrère Erdogan et il a lui amené partout. Il a dit, tu vas voir Fiçilbay, le vieux château, Kalemegdan, tout ça. Et il s'exprimait que dans la langue ottomane. Erdogan a dit, mais moi, oui, je comprends, je connais, c'est ma langue, je connais toutes ces expressions. Donc, ils ont fait un deal. Un deal, bien sûr, beaucoup de deals et tout ça, et beaucoup de... Ce que je veux dire, que c'est la question de langue est très délicate. Moi, j'aurais pu être tuée parce que j'ai utilisé le mot sevdah et... qu'est-ce que je peux vous dire? Quand j'ai essayé de traduire le mot sevdah, Emir Kusturica a essayé de me payer pour traduire son film La vie est miracle. Il a dit, vous n'avez pas bien traduit le mot sevdah, parce que j'ai traduit originellement comme fado en portugais, comme blues. Il a dit, non, c'est pas ça. Je vais donner à chaque traducteur qui me montre la traduction de mot sevdah, je peux donner 1000 euros. Je dis, monsieur, vous ne voulez pas prendre cet argent et investir dans les hôpitaux en Bosnie, par exemple, et faire quelque chose d'utile. Alors là, j'avais, à cause de ma langue très, très éloquente, j'avais un problème avec Kusturica. Et comme ça, je termine. Merci. Bon, alors, je ne sais pas... Oui, je ne sais pas combien il nous reste de temps. J'ai l'impression qu'il nous reste 10 minutes. Ils ont nous bouffé notre panel Il ici. faut donner la parole à notre ami. Voilà, je vais donner la parole à M. Samona, et qui attend patiemment. Écoutez, en 10 minutes, parce que je suis supposé conclure, reprendre, faire une espèce de résumé de tout ce qui a été dit, mais il y a des choses immenses. Je veux simplement préciser quelques petites choses. La première, que je ne suis pas, entre guillemets, balkanique, je suis italien, donc je suis encore plus en marge, pour utiliser un mot d'Elisa, mais en réalité, je fréquente les Balkans pour des raisons, disons, personnelles, familiales, depuis que j'avais l'âge de 10 ans. Et j'ai entre autres découvert qu'en réalité, par la porte de Trieste et par la région de la Venezia Giulia, en réalité, l'Italie est fortement imbriquée avec l'histoire balkanique, beaucoup plus qu'on le pense, par les choses douloureuses que tout le monde connaît à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et par l'oppression du fascisme pendant l'occupation de la Yougoslavie, et l'épuration forcée de tout ce qui était slovène et croate sur le territoire italien, mais aussi, et ça c'est un peu une des choses que je voudrais reprendre de ce discours, par des choses beaucoup plus joyeuses. Il y a eu, disons, une leçon de cohabitation aussi, et de mélange et de métissage extraordinaire qui a été un peu effacé par ces choses douloureuses, et c'est un peu ce que je voulais souligner ici. On a commencé par le mot trauma, ce qui est sûrement vrai, mais malheureusement, au niveau moyen, on connaît surtout les guerres et les faits sanglants de l'histoire balkanique, mais en ce moment même, et depuis toujours, il y a comme une espèce de laboratoire, justement, bouillonnant, des choses formidables qui pourraient même être une espèce de modèle, sans idéaliser, pour ce qui devrait être l'Europe.
j'écris un livre, ça je veux quand même le dire, c'est une des raisons pour lesquelles je suis là, qui s'appelle La frontière spaesata, la frontière dépaysée, dans lequel justement je réfléchis sur les Balkans occidentaux, sur cette idée de frontière, parce que la frontière peut être une limite justement qui sépare nous des autres, mais la frontière, ça peut être aussi une région, d'ailleurs les Anglais ont les deux mots, une vaste région où les gens, les cultures et les langues aussi se mélangent. Alors, la chose que je voulais reprendre de ce discours, on a beaucoup parlé, je pense que c'est la chose dont on a le plus parlé, la langue. La langue et l'exil. Alors, pendant que vous parliez, il y a une phrase une page de Proust qui m'est venue à la mémoire. Je crois, mais j'en suis pas sûr, que c'est dans le Contre Sainte-Beuve. Et il dit que les beaux livres sont toujours écrits dans une sorte de langue étrangère. Alors, il y a un mot qui n'a jamais été prononcé ici et qui est le mot « temps ». Moi, je pense que l'exil, et là je vais un peu vers Nedim Gürsel, on est toujours exilé. Disons, à part les gens qui fuient les guerres, la famine, et pour qui le mot exil a un sens concret. Mais autrement, nous sommes toujours exilés. Tous les êtres humains sont exilés. Et même qui écrit dans sa propre langue, en réalité, il est toujours en train de lutter avec quelque chose et est en train de créer quelque chose. On a beaucoup parlé, justement, vous, des gens, on pourrait penser à Kundera, à Beckett, des gens qui, pour ne parler de la France, des gens qui sont, disons, qui ont écrit dans une langue qui n'était pas leur langue maternelle. Mais il y a aussi beaucoup d'écrivains, justement Danilo Kish, on pourrait penser à Cortázar. Cortázar, il était parfaitement francophone et il a décidé, il a choisi de continuer à écrire en espagnol. Alors, la réflexion qu'il faudrait faire, je crois, moi-même, j'ai écrit des choses en français, surtout les choses qui avaient à voir avec l'histoire ancienne, avec mon parcours universitaire, mais j'ai choisi, même si je vis en France depuis 40 ans, depuis que j'ai l'âge de 20 ans, pas seulement en France et en Canada, mais disons, j'ai vécu en français les 2 tiers de ma vie. Et je suis revenu vers l'italien, j'ai retrouvé l'italien. Et pour moi, c'est une question que je voulais poser d'ailleurs à Nedim Gürsel. Pour moi, le fait de vivre dans un milieu qui n'est pas italianophone, et le fait d'utiliser pour ma vie de tous les jours une langue qui n'est pas l'italien, me porte à écrire l'italien d'une manière très particulière. Donc, c'est vrai que nous avons l'héritage, disons, quand on écrit évidemment en français, on a tout l'héritage de ce qui était notre langue maternelle. Mais je pense que quand on choisit d'écrire en italien, en turc, en espagnol, en étant dans la vie de tous les jours porté à parler dans une autre langue ou dans plusieurs autres langues, parce qu'au Canada il y en avait plusieurs, il y avait l'anglais, et puis il y a toujours l'espagnol qui appartient aussi disons, à ma vie de tous les jours pour des raisons familiales. Je crois qu'on réfléchit sur cette... on modifie sa propre langue maternelle. Et je pense à un autre grand auteur, Ortega y Gasset, qui parlait de l'écriture comme acte de rebeldia permanente, un acte de révolution et de forçature permanente. Donc je pense que quand on vit à cheval de plusieurs langues, peu importe qu'on écrive une autre langue ou qu'on choisisse
d'écrire notre langue maternelle, mais on réinvente de toute façon en permanence cette langue. Et ça, c'est une chose, je pense, c'est une chose qu'il faudrait mettre ici au milieu aussi, parce qu'on a justement des gens qui ont choisi et qui écrivent les deux langues. D'ailleurs, une chose sur la traduction, moi je pense que les traducteurs sont les grands porteurs de culture de l'Europe. C'est une chose, et je pense qu'ils sont des écrivains aussi, et qu'il faudrait qu'ils soient reconnus aussi du point de vue de la rémunération comme des vrais écrivains. L'autre chose que je voulais dire justement sur les frontières et sur cet espace, je faisais quand Elisa disait que justement le moment où les frontières de la Bulgarie étaient ouvertes, c'est le moment, dans certains points de vue, où dans l'ex-Yougoslavie, on a commencé à créer des frontières. C'était dans un espace où il n'y avait pas de frontières avant, on a commencé à en construire, et ça a été sûrement pour un long moment, terriblement douloureux. Mais ce que je crois qu'il faudrait, s'il y avait encore quelques minutes à venir, c'est sur cette notion de la langue et de l'exil. L'exil est quelque chose qui a à voir avec un temps. Dernière chose, à part Proust dont j'ai parlé, il y a un grand poète palestinien donc, qui s'appelle Maury del Barghouti, qui a écrit un très beau livre qui s'appelle « J'ai vu Ramallah » et qui parle justement de l'exil, de la langue de l'exil, et qu'il dit en réalité les lieux dans lesquels on veut revenir, les langues, ce sont des temps, ce sont des étincelles des temps. On fait des guerres pour les lieux, mais ce qui nous appartient vraiment, c'est quelque chose qui a à voir avec le temps. Voilà, ça c'est ce que je voulais un peu dire en reprenant. Merci beaucoup. Je voulais, avant de passer la parole à Nedine qui voulait faire quelques précisions, dire qu'en tout cas on peut rassurer M. Salmona en disant que en France, en droit français, en propriété intellectuelle, les traducteurs sont des auteurs. Clairement, hein, ça date de 1957, donc ce n'est pas une nouveauté. Ça a été réaffirmé en 1985. Et donc, de ce point de vue, leur rôle clé, nous le savons tous, est parfaitement reconnu en droit également. Pas toujours sur le terrain. Ça, Ouais, je parlais en droit, j'ai dit en droit. Hein. Voilà. Bon, je passe la parole à Nelly. Ça nous emmènera très loin après. Je trouve que cette réflexion sur le rapport à la langue est déterminante pour un écrivain s'il ne vit pas dans son pays, ce qui est mon cas, mais c'est aussi une sorte de refuge. C'est Brodsky qui avait dit à un congrès auquel j'ai participé, quand il venait d'avoir le prix Nobel, que la langue maternelle, quand on est en exil, devient une sorte de bouclier. C'est peut-être une bonne chose car on prend conscience de sa propre langue quand on est dans un milieu où cette langue n'est pas parlée, mais en même temps, ça peut ouvrir aussi une perspective de retour sur soi-même qui n'est pas une bonne chose. Donc, moi j'aime bien les cosmopolitismes, mais à propos de la langue, même si ce n'est pas très académique, je vais vous raconter une toute petite anecdote. Parce qu'on parlait tout à l'heure du serbo-croate et je disais qu'il y a 3 appellations aujourd'hui après l'éclatement de la Yougoslavie pour la même langue. Eh bien, c'est un peu le cas aussi avec l'azéri et le turc. Ce sont 2 langues qui ont la même structure agglutinante. Et j'étais à Bakou, à l'époque de l'Union soviétique, quand le camarade Zanzevali est décédé. Il était le secrétaire général du Parti communiste azerbaïdjan. Et donc, j'étais parmi les gens invités aux funérailles, et son successeur
faisait un discours que je comprenais à peu près, en azeri. Alors il disait, Zenzevali yoldaş ölmemişler, ruhu kerhanelerde yaşıyor. Oui, tu me fais peur, hein, tu me fais peur. Pardon, Tout va bien. il faut faire attention avec les Ottomans, hein, ils sont... Envahissant. Alors, donc, le successeur disait, en azeri, qui est très proche du turc de Turquie, pour moi, c'était ça, Zenzevali, le camarade Zenzevali n'est pas mort, son âme vit dans les bordels. Ah bon. Alors, Il utilise le mot kerhane, qui est d'ailleurs un mot d'origine persane, qui a donné en turc de Turquie usine, lieu de profit, littéralement, et en azeri, ça a donné bordel. Alors, j'ai eu quand même une sorte de... Après, j'ai réalisé, mais j'ai même réalisé tout de suite. C'est pour vous dire que ces questions de vocabulaire ne sont pas toujours innocentes. Voilà. ah non, pas du tout. Bon, merci beaucoup. Alors, je crois savoir, on me dit très gentiment qu'il est temps de s'interrompre. Je sais que nous avons tous beaucoup de choses à dire, mais si je voudrais vraiment remercier effectivement les organisateurs de cette table ronde qui nous a ouvert quand même des champs importants, dire aussi que grâce à nos amis traducteurs et traductrices, grâce au talent des auteurs ici présents qui écrivent directement en français, nous en avons plusieurs, nous avons un certain nombre, dans la chance en France d'avoir une pléthore d'ouvrages, et donc que vous pourrez trouver en sortant de cet auditorium. Donc n'hésitez pas, les auteurs sont présents. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés et à très bientôt. Merci, on a voulu entendre.